Deux chiffres suffisent à fissurer la logique militaire classique. 15 000 libérés, puis 15 000 armés. Ce renversement brutal, porté par l'audace d'Ibrahim Traoré, semble défier toutes les certitudes sur la sécurité nationale et l'avenir du Burkina Faso. Quel sens donne-t-on à cette rupture quand elle bouleverse le rapport entre rédemption, pouvoir et survie collective, surtout pour ceux qui voient en Ibrahim Traoré un pari aussi radical que nécessaire? Un pays entier retient son souffle. En libérant puis réarmé 15 600 hommes longtemps considérés comme des parias, Ibrahim Traoré a ouvert une brèche stratégique qui redéfinit la notion même de souveraineté nationale. La promesse implicite est simple et brutale: transformer une faiblesse structurelle en force opérationnelle capable de stabiliser un pays fracturé. Cette approche, qui combine rédemption encadrée et reconstruction militaire, offre un bénéfice majeur de 10 à 12 mots. Sécuriser rapidement le territoire en brisant les schémas militaires classiques. Pourtant, le pari reste hérissé de risques majeurs. Discipline fragile, méfiance sociale persistante, pression géopolitique croissante. Et si l'atout décisif du Burkina Faso venait précisément de ceux que la société avait rejetés? Ce renversement de perspective oblige à reconsidérer ce qui constitue réellement une armée nationale dans un pays soumis à une guerre asymétrique permanente. Ici, la question n'est plus seulement militaire. Elle touche l'identité collective, l'équilibre du pouvoir et la capacité d'un État à se reconstruire en s'appuyant sur ses marges plutôt que sur ses élites. Deux faits, froids tant incontestables, dévoilent l'ampleur réelle du basculement. 15 600 prisonniers ont été libérés, puis des attaques contre les convois civils ont chuté d'environ 40% quelques semaines après leur déploiement. Ce double mouvement, improbable sur le papier, révèle la profondeur d'un pari que peu auraient osé porter à l'échelle d'un État. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est engagé dans une stratégie que les observateurs extérieurs ont d'abord perçue comme un acte de désespoir. Pourtant, pour les Burkinabés, l'initiative n'avait rien d'une fuite en avant. Elle répondait à une nécessité brute née d'un territoire morcelé, de villages assiégés et d'une armée traditionnelle épuisée par des années de combats asymétriques. Premier contingent d'anciens détenus formés à Poé ont marqué une rupture immédiate. Leur transformation n'a pas été pensée comme une parenthèse, mais comme une refondation. Offrir une seconde identité à ceux que l'État, la société et parfois eux-mêmes avaient abandonnés. La mécanique interne de cette mutation est précise. D'abord, une rééducation intensive combinant discipline, cohésion et narration nationale pour reconstruire un sens du devoir là où il n'y avait plus qu'amertume. Ensuite, un ancrage militaire direct déployé dans les zones rurales où les forces régulières avaient perdu du terrain. Enfin, une symbolique nouvelle. Ces hommes ne reviennent pas dans la société par la marge, mais par l'avant-ligne. Leur présence modifie les équilibres psychologiques, économiques et politiques des régions libérées. Ce contexte n'est pas un simple décor. Il constitue le moteur réel qui explique pourquoi l'acte radical d'Ibrahim Traoré a trouvé un écho si profond. Les Burkinabés n'avaient plus besoin de discours, mais de résultats tangibles. La chute des attaques, la reprise progressive des routes commerçantes et la réouverture de certains marchés ont donné à cette stratégie une légitimité immédiate. Ainsi se dessine la trame essentielle. Une armée reconstruite non pas sur la force brute, mais sur une rédemption organisée, méthodique et surtout viable à court terme. Dans cette transformation accélérée, le véritable fil conducteur n'est pas une figure héroïque, mais un rôle collectif, celui des instructeurs chargés de façonner les premiers contingents issus des prisons. Leur mission a été de reconstruire, pièce par pièce,
la capacité d'agir de ces hommes, longtemps privés de repères. À Poé, ils ont imposé une routine stricte. Réveil synchronisé, entraînement segmenté, apprentissage tactique par immersion, contrôle émotionnel et travail d'équipe constant. Ce cadre rigoureux servait à replacer chaque recrue dans une logique d'utilité, loin de l'instabilité qui avait marqué leur vie précédente. Premiers effets perceptibles après quelques semaines se sont matérialisés par deux cas révélateurs. Dans une localité rurale proche de Fada, une petite unité formée exclusivement d'anciens détenus a réussi à sécuriser un axe routier menacé depuis des mois, permettant la reprise de la circulation commerciale. Leur progression rapide, basée sur une mobilité souple et une discipline inhabituelle pour des nouveaux venus, a surpris même les militaires expérimentés. Dans un autre secteur, près de la frontière est, une équipe mixte, instructeurs réguliers et recrues réhabilités, a repris un hameau isolé en limitant les pertes civiles grâce à une manœuvre de contournement enseignée pendant la première phase de formation. Ces résultats précoces ne doivent rien au hasard. Ils montrent que le rôle des instructeurs fonctionne comme un stabilisateur invisible, structurer, canaliser et rediriger une énergie brute qui, mal orientée, aurait pu se dissiper ou se retourner contre l'État. En quelques actions décisives, la nouvelle dynamique a posé une question simple et tranchante. Si une cohésion minimale suffit à renverser un rapport de force local, que pourrait produire une cohésion durable? Avant l'initiative, les lignes de front se déchiraient sous la pression constante d'attaques surprises. Les villages perdaient leur cohésion et les routes se vidaient. Après l'initiative, le terrain s'est resserré autour d'un nouveau rythme, rapide, nerveux, imprévisible pour l'ennemi. Cette bascule avant-après constitue le cœur de la séquence qui a redéfini le champ de bataille. Survient dès que les premiers contingents réhabilités quittent Poé. Leur arrivée sur les zones instables crée une onde immédiate. La majorité a une connaissance intime des territoires, des chemins de contournement, des habitudes des groupes armés. Cela devient le premier levier d'efficacité. Unité progresse en bloc court, frappe vite, replient vite. Cette cadence tranche avec l'allure plus lente des forces traditionnelles. Le choc psychologique se produit dans quelques jours. Pour la première fois depuis longtemps, les insurgés se retrouvent surpris, déstabilisés, obligés de recalculer. Puis vient la montée en tension, le véritable sommet. Dans le secteur est, plusieurs villages menacés depuis des mois voient s'installer une défense éclatée mais tenace. Recrues, encore marquées par leurs années d'enfermement, montrent une résistance dure, presque instinctive. L'absence de hiérarchie lourde facilite les mouvements rapides. Un soir, une unité légère parvient à intercepter un groupe armé qui tentait de couper une route commerciale. Cette action, décisive, oblige les insurgés à reculer vers la frontière. L'effet de domino se déclenche. D'autres localités reprennent leur souffle, les habitants reviennent sur les marchés, et des pistes auparavant abandonnées sont rouvertes. Au centre du pays, une opération nocturne révèle un autre tournant. Anciens détenus, formés à la mobilité silencieuse, réduisent une zone d'embuscade réputée imprenable. Leur progression, segmentée par petites équipes, reprend un bois dense qui servait de base logistique aux groupes armés. Cette victoire symbolique agit comme un point de bascule. Elle prouve qu'une dynamique nouvelle peut renverser des positions tenues depuis des années. Observateurs locaux commencent alors à mesurer la portée de cette transformation. Elle n'est plus seulement tactique, elle devient idéologique. C'est dans cet enchaînement que le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme un pivot. Son pari, miser sur ce que la société avait exclu, fonctionne comme un renversement moral. L'élan collectif ne repose plus uniquement sur la structure militaire, mais sur une volonté de rédemption partagée. Cette dimension
transforme le moral des troupes. Chaque action devient une preuve de légitimité retrouvée. Vient ensuite la phase de retombée. Une fois les lignes stabilisées, les villages libérés avancent vers une normalisation fragile. Marché réouvert, routes réutilisées, convois escortés avec efficacité. Familles retournent dans leurs habitations après des mois de fuite. Pourtant, cette accalmie reste chargée de tensions invisibles. Population observe ces nouveaux soldats avec prudence. Gratitude mêlée d'appréhension. Premières frictions apparaissent lorsque certaines unités, trop exaltées par leur succès rapide, adoptent une posture d'autorité incontrôlée. Instructeurs doivent intervenir pour restaurer le cadre, rappeler la discipline et éviter que l'élan initial ne se transforme en débordement. Ce trio d'étapes, déclencheur, sommet, retombée, expose le cœur de la mutation. Une armée nouvelle est née, façonnée par la nécessité, portée par des hommes que tout opposait à la structure militaire classique. Ce cycle montre une évidence brute. L'efficacité immédiate ne garantit pas la stabilité durable, mais elle crée une fenêtre où tout redevient possible. La ligne de base était sombre. Attaques fréquentes, routes impraticables, villages isolés. Le delta qui suit l'initiative renverse brutalement cette tendance en quelques semaines seulement. Le premier indicateur précis concerne la baisse d'environ 40% des attaques contre les convois civils. Cette chute rapide montre que la nouvelle configuration militaire modifie immédiatement l'équilibre tactique, car l'ennemi perd l'avantage surprise dans plusieurs zones clés. Le deuxième indicateur repose sur 15 600 hommes réintégrés et formés en moins de 6 mois. Ce volume exceptionnel traduit une capacité logistique nouvelle, construite pour absorber des profils hétérogènes à une vitesse inhabituelle pour une armée en crise. Le troisième chiffre, moins visible mais essentiel, concerne la réouverture progressive des axes ruraux stratégiques. Ce signal logistique, observé par les ONG locales, reflète un gain territorial stable permettant la reprise des flux économiques vitaux. Pour comprendre pourquoi ces chiffres s'articulent de façon cohérente, il faut analyser la mécanique interne du dispositif. D'un côté, les nouvelles unités disposent d'une mobilité non conventionnelle héritée de leurs anciennes vies, connaissance des sentiers, des replis, des zones d'embuscade. De l'autre, l'encadrement militaire impose une discipline resserrée, stricte et sans tolérance pour les écarts. La rencontre entre ces deux dynamiques crée un niveau d'efficacité hybride, difficile à anticiper pour les groupes armés. Sous l'impulsion stratégique d'Ibrahim Traoré, l'appareil militaire intègre ses recrues dans des structures modulaires. Petites escouades rapides, détachements spécialisés pour la reconnaissance, équipes mixtes chargées de sécuriser les marchés. Cette modularité explique pourquoi les résultats chiffrés émergent si vite. Là où les forces armées traditionnelles nécessitaient des colonnes lourdes pour progresser, les unités réhabilitées avancent par micro-blocs capables d'absorber et de contourner l'imprévu. Données issues des zones rurales montrent aussi que la stabilisation progressive des routes entraîne un autre phénomène, la reprise partielle des échanges commerciaux, même dans des régions historiquement instables. Marchés réouvrent, certains itinéraires agricoles se normalisent et les prix cessent de fluctuer violemment. Ce retour d'un minimum de prévisibilité économique produit un effet psychologique majeur. Les habitants commencent à envisager un futur immédiat qui n'est plus uniquement dicté par la peur. Pourtant, les chiffres bruts n'expliquent pas ce tout. Témoignages recueillis par plusieurs structures locales indiquent que le comportement de ces nouvelles unités diffère sensiblement de celui des soldats traditionnels. Leur rapport au terrain est plus direct, parfois abrupt, mais leur motivation semble alimentée par une forme de rachat personnel. Cette dynamique produit une cohésion rapide, souvent perçue comme une ressource imprévisible mais puissante. Cependant,
Un risque structurel apparaît à mesure que les données s'accumulent. L'efficacité immédiate peut masquer des fragilités profondes, formation express, discipline encore instable, dépendance émotionnelle à la dynamique de victoire. Si ces éléments ne sont pas encadrés, la courbe positive pourrait se retourner. Au final, les trois chiffres majeurs, 40% de réduction des attaques, 15 600 hommes mobilisés, axes ruraux rouverts, construisent un constat net. La stratégie produit des résultats mesurables. Mais la durabilité de cette trajectoire dépendra de la capacité à transformer cette efficacité brute en structure stable. L'argument favorable s'appuie sur une observation simple. Les unités composées d'anciens détenus ont obtenu en quelques mois des résultats que l'armée traditionnelle n'avait pas réussi à produire depuis des années. Leur vitesse d'adaptation, leur connaissance intime des terrains et leur capacité à mener des opérations rapides ont permis de reprendre des zones cruciales, de sécuriser des axes ruraux et de réduire notablement les attaques contre les convois civils. Pour les défenseurs de ce modèle, cette rédemption armée incarne une réponse pragmatique à une guerre asymétrique où les méthodes classiques avaient déjà montré leurs limites. Selon eux, l'intégration de ces hommes n'est pas une anomalie, c'est une ressource sous-utilisée qui, une fois disciplinée, devient un levier stratégique. Le second argument favorable repose sur la dynamique sociale. La transformation de parias en défenseurs visibles du territoire produit un effet psychologique majeur sur les populations locales. Dans des villages longtemps abandonnés, voir ces unités reprendre des positions et escorter des convois crée un sentiment de récupération du destin collectif. Le succès initial donne à la société une nouvelle référence, la possibilité que des trajectoires déviées puissent devenir des forces stabilisatrices. Mais l'argument critique est tout aussi structuré. Certains analystes redoutent qu'une armée composée en partie d'hommes récemment libérés, parfois marqués par des parcours violents, puisse devenir instable sur le long terme. L'efficacité immédiate ne garantit ni la discipline durable, ni la cohésion face à des conflits prolongés. Le risque de dérapage, d'abus ou de conflits internes persiste, surtout dans les régions où la méfiance sociale reste forte. De plus, l'institutionnalisation d'une telle structure pourrait fragiliser l'équilibre politique en créant une force armée dont les codes ne correspondent peut-être pas à ceux d'une armée classique. La réponse aux critiques se lit dans les résultats concrets. La diminution des attaques, la sécurisation progressive des routes et les succès tactiques répétés indiquent que pour l'instant, mais la structure fonctionne. Unités réhabilitées ne se contentent pas d'exister. Elles produisent des victoires mesurables, visibles et difficiles à contester. Leur discipline, encore fragile, demeure contrôlée grâce à un encadrement strict et à une formation continue centrée sur la cohésion. Critique reste pertinente, mais les faits montrent qu'une dynamique nouvelle a émergé et que son potentiel dépasse largement le scepticisme initial. Tout bascule ici. À mi-parcours de l'initiative, un détail presque invisible au début devient la clé de lecture du tournant stratégique. Les unités réhabilitées ne gagnent pas seulement du terrain, elles modifient la psychologie même du conflit. Là où l'ennemi imposait autrefois le tempo, ce sont désormais ces équipes rapides qui saturent l'espace, forcent les replis, brisent les routines hostiles. Cette inversion de dynamique constitue la véritable révélation du midpoint. Le changement ne tient pas seulement au succès tactique, mais à une bascule mentale. Les villages qui avaient cessé d'espérer commencent à interpréter chaque avancée comme une preuve que la rédemption armée peut fonctionner. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette mutation acquiert une portée symbolique nouvelle. La marge n'est plus un fardeau, mais un moteur. Un fragment de réalité illustre la profondeur de ce virage. Dans une zone rurale longtemps assiégée,
La simple présence de patrouilles mixtes a suffi à restaurer un marché hebdomadaire abandonné depuis des mois. Ce retour fragile, presque timide, indique que le conflit n'est plus vécu uniquement comme une spirale descendante. Centrale et nette. Une dynamique inattendue s'installe et elle change tout. Effets de la rédemption armée dépassent largement le champ militaire et s'inscrivent désormais dans la vie quotidienne du pays. Ils se déploient sur 4 plans distincts: population locale, NN, dynamique nationale, DN, narratifs démographiques et sociaux, ND, et équilibre géopolitique régional, KV. Chacun révèle une facette nouvelle de la mutation engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, et chacun comporte une part d'espoir mêlée d'inquiétude. 1. NN des populations locales. Dans de nombreuses localités rurales, la première conséquence tangible est la sécurisation progressive des routes. Là où les convois civils étaient attaqués sans préavis, la présence régulière de patrouilles réhabilitées fait reculer les groupes armés. Marchés hebdomadaires recommencent à fonctionner, les agriculteurs osent reprendre leurs trajets matinaux et certaines zones autrefois abandonnées voient réapparaître une activité de troc et de commerce. Cette stabilisation produit un effet psychologique majeur. Les communautés cessent de se percevoir comme des victimes passives et retrouvent un sentiment d'existence collective. Pourtant, cette confiance fragile reste ponctuée de réserves. Certains habitants redoutent que l'équilibre bascule à nouveau si la discipline des unités n'est pas consolidée. 2. DN national. L'impact stratégique le plus visible est la réduction durable de la pression sur l'armée régulière. Unités issues des prisons prennent en charge des tâches autrefois dispersées, ce qui permet aux forces traditionnelles de se repositionner sur des opérations plus structurées. Cette redistribution réduit la saturation logistique et offre au ministère de la Défense une marge de manœuvre nouvelle pour planifier. Sur le plan politique, cette réussite préliminaire renforce temporairement la légitimité des institutions, mais crée aussi un paradoxe. Plus les résultats militaires sont bons, plus les attentes populaires deviennent exigeantes. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette dynamique pourrait devenir un atout ou une charge, selon la capacité du gouvernement à organiser une stabilité durable. 3. ND démographique et sociale. La transformation d'anciens détenus en figures de protection locale bouleverse les structures sociales traditionnelles. Dans certaines zones, les jeunes commencent à percevoir ces soldats réhabilités comme des modèles inattendus, non pas des criminels réformés, mais des agents de changement capables de redonner un sens à la justice. Ce retournement nourrit une recomposition identitaire où la rédemption cesse d'être abstraite. Cependant, des tensions apparaissent là où les familles de victimes perçoivent cette réhabilitation comme une forme de négation du passé. L'intégration sociale, si elle n'est pas encadrée, pourrait devenir le terrain principal de friction dans les années à venir. 4. KV régional et géopolitique. La montée en puissance rapide de ce modèle recompose l'équilibre du Sahel. Pays voisins observent avec prudence un dispositif militaire capable de produire en quelques mois une chute de 40% des attaques dans certaines zones. Ce résultat étonne les partenaires étrangers et inquiète les acteurs habitués à une dépendance structurelle du Burkina Faso envers l'extérieur. La présence d'une armée alternative née d'un pari interne oblige à reconsidérer les doctrines régionales de sécurité. Certains y voient un prototype, d'autres une source d'instabilité potentielle si le modèle venait à s'exporter sans contrôle. Ce quadrillage d'impact révèle une vérité simple: la stratégie n'agit pas seulement sur les cartes militaires, mais sur les fondations profondes du pays. Chaque avancée ouvre de nouvelles promesses, mais aussi de nouveaux risques, un équilibre mouvant que seul un encadrement constant pourra préserver.
Au cours des prochains mois, trois trajectoires distinctes pourraient se dessiner pour le pays, chacune dépendant du maintien de la cohésion interne, de la discipline des unités réhabilitées et de la réaction des acteurs régionaux. Ces scénarios ne reposent pas sur des spéculations abstraites, mais sur les dynamiques déjà observables: stabilisation progressive des zones rurales, réouverture des axes économiques et montée en puissance d'une armée hybride encore fragile. 1. Dans un scénario de base, les résultats obtenus: stabilité tendue et progression irrégulière. Dans ce chemin médian, les résultats obtenus grâce aux unités réhabilitées se poursuivent, mais à un rythme plus lent. Attaque diminue dans certaines régions, mais persiste dans d'autres, principalement dans les zones frontalières. Villages déjà sécurisés consolident leurs activités économiques, mais l'effet domino ne s'étend pas uniformément. Tensions sociales demeurent palpables. Certains habitants acceptent la nouvelle configuration militaire, tandis que d'autres restent prudents. L'État doit alors composer avec un équilibre précaire où le moindre dysfonctionnement disciplinaire peut fragiliser toute la trajectoire. 2. Dans un scénario optimiste, si la discipline, consolidation militaire et ancrage social durable. Si la discipline est renforcée et les instructeurs maintiennent un encadrement strict, la dynamique actuelle pourrait s'accélérer. Zones libérées s'étendent, les routes stratégiques se stabilisent et les marchés reprennent une activité régulière. Une partie des unités réhabilitées développe des compétences spécialisées: reconnaissance avancée, sécurisation des convois, intervention rapide sur les zones instables. Cette professionnalisation graduelle réduit la méfiance sociale. Elle transforme la rédemption armée en modèle local d'intégration, non pas par idéologie, mais par efficacité constatée. Dans ce scénario, les pressions régionales se calment et la stabilité interne attire de nouveaux partenariats africains. 3. Dans un scénario pessimiste, une détérioration: surcharge militaire et fissures internes. Une détérioration reste plausible si la discipline chancelle ou si les unités réhabilitées rencontrent une résistance plus organisée. Des dérapages isolés pourraient raviver les tensions sociales, notamment dans les zones où la population reste méfiante. La reprise économique s'essouffle, les groupes armés réorganisent leurs tactiques et des incidents dispersés fissurent la confiance collective. Dans ce cadre, toute la structure devient vulnérable. Les succès initiaux se transforment en pression, les attentes populaires deviennent ingérables et les partenaires régionaux commencent à s'inquiéter. À retenir est le suivant: un dispositif fondé sur la rédemption ne peut fonctionner que si la discipline reste supérieure à la rapidité des victoires. La clé des 12 prochains mois n'est pas seulement militaire. Elle réside dans la capacité à stabiliser la cohésion avant d'étendre les résultats. Pour comprendre la portée réelle de cette transformation, il faut descendre au niveau des trajectoires humaines, là où les effets ne sont plus abstraits mais vécus, ressentis, parfois contradictoires. Trois groupes A, B et C incarnent les lignes de fracture et d'espérance qui traversent le pays depuis que la rédemption armée s'est imposée comme une nouvelle réalité. Groupe A: les habitants des zones rurales. Ceux qui vivent éloignés des centres urbains voient les changements de manière directe et immédiate. Routes se sécurisent, les marchés reprennent, les déplacements redeviennent possibles. Pour eux, la transformation signifie surtout la fin d'une paralysie qui durait depuis des années. Mais cette amélioration s'accompagne d'une vigilance prudente. Beaucoup redoutent que la stabilité obtenue soit trop fragile pour survivre à un choc important. Groupe B: les familles touchées par le conflit. Pour les foyers qui ont perdu des proches, l'apparition d'unités composées d'anciens détenus provoque un mélange de soulagement et de trouble. Leur présence rassure parce qu'elle repousse les groupes armés
mais ravivent aussi des blessures anciennes. Certains parents peinent à accepter que ceux qu'ils associaient à la violence soient désormais ceux qui protègent leur village. Cette tension émotionnelle devient une composante essentielle de la reconstruction collective. Groupe, c'est les jeunes en quête de repères. Dans une société fragmentée, une génération entière observe la montée en puissance d'hommes autrefois marginalisés et y voit un récit alternatif, celui où une trajectoire brisée peut encore être redirigée. Pour ces jeunes, le modèle n'est pas idéal, mais il réintroduit une forme d'espoir pragmatique. Ils comprennent que la reconstruction ne passera peut-être pas par les institutions traditionnelles, mais par des chemins inattendus. À travers ces trois prismes, une réalité commune apparaît. Chacun tente de réévaluer sa place dans un pays où les certitudes anciennes ne tiennent plus. Pour transformer une réussite immédiate en stabilité durable, il faut structurer l'élan actuel en un plan opératoire clair. La rédemption armée ne peut pas vivre uniquement sur ses victoires rapides. Elle doit devenir un système capable de durer, de se corriger et de s'institutionnaliser sans perdre son efficacité. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 étapes apparaissent comme les plus cohérentes pour les mois à venir. 1. Stabiliser la discipline par un encadrement permanent. Unités réhabilitées doivent être accompagnées par des instructeurs fixes, chargés d'assurer la cohésion et de prévenir toute dérive. Une discipline stable garantit que les succès tactiques ne s'effondrent pas sous l'effet de tensions internes. 2. Créer un programme de réintégration sociale à double entrée. D'un côté, accompagner progressivement les soldats vers une citoyenneté active. De l'autre, préparer les communautés à leur retour. Ce double mouvement empêche la fracture psychologique entre structures militaires et société civile. 3. Développer des unités hybrides mixtes. Associer soldats réguliers et recrues réhabilités dans des équipes permanentes renforce la transmission de compétences et réduit les écarts culturels au sein de l'armée. Cette hybridation consolide le modèle sans le laisser dériver vers un système parallèle. 4. Sécuriser durablement les axes économiques critiques. L'ouverture de routes et de marchés doit devenir un objectif mesurable avec des indicateurs précis pour suivre la stabilité. Chaque axe sécurisé renforce la légitimité de la stratégie auprès des populations. 5. Instituer un cadre de contrôle civil. Pour éviter toute concentration excessive de pouvoir militaire, un mécanisme de supervision civile transparent et localisé doit être instauré. Cette étape ancre la rédemption armée dans un ordre institutionnel durable. Pris ensemble, ces 5 piliers forment une trajectoire capable d'étendre les gains actuels tout en réduisant les risques structurels. Au terme de cette trajectoire mouvementée, une image revient comme un fil discret, celle des instructeurs de Poé, façonnant patiemment des hommes brisés pour en faire des unités capables de tenir une ligne que tout le monde croyait perdue. Ce geste méthodique, presque artisanal, dit plus sur la transformation du pays que n'importe quelle victoire militaire. Sous l'élan d'Ibrahim Traoré, cette alchimie s'est élargie. De simples routines disciplinaires sont devenues un symbole national, une démonstration que la force ne naît pas seulement des armes, mais aussi de la capacité à reconstruire ce qui semblait irrémédiablement fissuré. Villages qui reprennent vie, les routes qui s'ouvrent, les marchés qui renaissent, portent tous la trace de ce travail silencieux. N'est pas seulement stratégique, il est intime, presque fragile. Chaque patrouille, chaque axe sécurisé rappelle qu'un pays peut se redéfinir non pas en effaçant son passé, mais en le transformant. Dans cette nouvelle narration, les instructeurs ne forment plus seulement des soldats. Ils créent la preuve vivante qu'un avenir différent reste possible. Et au cœur de cette promesse se dessine une vérité simple. La stabilité durable commence là où l'on choisit de reconstruire plutôt que d'abandonner.
Dans un pays qui cherche encore son équilibre, la transformation en cours rappelle que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour dans les villages, sur les routes et au cœur des communautés qui apprennent à reprendre possession de leur destin. Cette mutation silencieuse portée par des hommes longtemps tenus à distance de la société ouvre une question essentielle pour ceux qui observent, qui doutent ou qui espèrent. Car la rédemption armée n'est pas seulement une stratégie militaire, c'est un miroir tendu à chacun. Elle interroge la manière dont une nation choisit d'affronter ses propres fractures, de réparer ce qui semblait perdu et d'imaginer de nouvelles formes de cohésion. Changement visible, marché rouvert, axe stabilisé, village reconnecté ne sont que les premiers signes d'un tournant qui reste à consolider. La suite dépendra de la capacité collective à transformer cette impulsion en projet durable, à accompagner les mutations sans les subir, à faire émerger une stabilité qui ne repose pas uniquement sur les armes, mais sur la façon dont les citoyens reconstruisent leur propre horizon. Alors, dans cette trajectoire encore ouverte, quelle place choisirez-vous d'occuper?